Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous emmène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, c'est Parlons Terroir depuis le bout du monde. Nous sommes dans le canton de Vaud. Nous avons fait un petit bout à travers différents cantons, mais bref, nous sommes ici à l'Étiva, en Étiva, sur l'Étiva, j'en sais rien. On va découvrir tout ça en compagnie de notre invité du jour qui s'appelle Nicolas Mottier, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Salut Nicolas. Salut Philippe, salut à tous. Alors Nicolas, on est où là ? Alors on se trouve à l'alpage Paquimotier, dans la vallée de la Torneresse, sur la commune de Châteauneuf, mais près du village de l'Étiva. On est à 1350 mètres d'altitude. Bel endroit, hein. On dirait un décor de carte postale. Et ben merci, ça fait plaisir. Ah non, mais même la maison, elle est juste incroyable. C'est un truc de dingue ça. Comment ça se fait que tu es ici ? Alors la question elle est bonne. Moi je suis là parce que je suis donc exploitant de la ferme et de l'alpage, du patrimoine familial en fait, que j'ai repris il y a quelques années en arrière. Et puis on vit ici pendant la saison d'été, donc saison d'alpage qui commence au mois de mai, qui se termine au début octobre, suivant la météo. Et pendant cette période où vous n'êtes pas là, vous êtes donc ailleurs, en vacances. Oui, c'est cela. Philippe, nous avons des vaches laitières. Donc, elles partent pas en vacances avec vous. Elles partent pas en vacances, on ne peut pas les mettre au congélateur. Et du coup, l'hiver, on descend à Châteauneuf, on a la ferme qui est au village. Et alors, pendant la période estivale, c'est-à-dire cette période où nous nous trouvons, qu'est-ce qui se passe dans la ferme à Châteauneuf ? Alors, à Châteauneuf, pendant l'été, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On descend de temps en temps, quand il fait beau, pour récolter les foins, pour faire de la réserve, pour alimenter les vaches, de retour au bercail pour l'hiver. Et puis, c'est tout, un peu de jardinage, 2-3 petits animaux pour regarder un petit peu l'ambiance de la ferme, puisqu'encore une fois, la ferme se situe au centre du village. Ce serait peut-être utile de rappeler à ceux qui nous écoutent et qui comprennent peut-être pas cette étrange coutume qu'ont les paysans l'été de partir à l'alpage. On a l'impression comme ça fait un peu carte postale et se dire mais finalement ils partent en vacances. Pourquoi les paysans montent les animaux en alpage ? C'est pour préserver les récoltes en bas ? Explique-nous tout ça. Alors il y a plusieurs sens à faire paître les troupeaux sur l'alpage. Le premier, c'est déjà pour mettre en valeur l'herbe qui pousse. Parce qu'à part les vaches et puis peut-être les moutons, il n'y a pas grand-chose ou pas grand-chose à faire d'autre pour profiter de la qualité des herbages qui poussent à la montagne. Donc c'est pour ça que ça fait des décennies, même des siècles, que, surtout dans la région de l'Étiva, où il y a un passé historique qui est assez important, lié au comte de Gruyère et qui date des années... 16e siècle, je crois. Ouais, même avant, on peut même dire, avant. il y a des écrits exactement qui datent de là. Et puis du coup, alors... Comme tu l'as soulevé, c'est de libérer en fait les surfaces de fauche au village pour faire de la réserve, pour en fait avoir un cheptel suffisamment grand pour vivre. Tenir toute l'année en fait. Exactement. Concrètement, C'est on tout garde juste. l'herbe en bas qui pousse pour la couper et la mettre dans la grange pour nourrir les animaux l'hiver. Donc l'été, il ne faut pas qu'ils mangent l'herbe en bas. Donc ils viennent manger l'herbe en haut. Exactement. Et ça tombe bien, il fait beau en plus. L'activité d'un paysan d'alpage, c'est quoi ? C'est regarder ces vaches paître dans les alpages. Vous faites quoi à part ça, à part faire du lait et faire du fromage ? Écoute, on va dire que la plus grande activité qu'il y a, c'est l'entretien. L'entretien du pâturage, l'entretien des alpages, l'entretien des forêts. T'arrives le printemps, il faut déjà nettoyer les bois morts. Tu veux pas laisser ça, aux éclairage ? tempêtes de vent. Non, écoute, en général, le bois mort, il est dans les forêts. Mais vu que la plupart des alpages, il se fait du fromage étiva, le fromage étiva se fait au feu de bois. Donc, on a besoin du bois pour le feu. Donc, c'est le premier job qu'on a à faire en arrivant le printemps, c'est nettoyer, récolter, préparer le bois. Et puis après, il y a les clôtures. Des clôtures qui sont super importantes pour garder le troupeau en sécurité parce que ici, on est un peu au fond de vallée, il n'y a pas trop de risques, mais sitôt que tu prends ton sac à dos et tes piolets crampants, les vaches, elles ont de quoi se faire mal, donc il y a énormément de clôturage à faire. Et puis après, une fois que tout est en place, les troupeaux arrivent, il y a la saison herbagère qui commence. Et du coup, il n'y a pas que l'herbe qui pousse, il y a les chardons, il y a les orties, les branches, les épines. Et puis du coup, on y passe à peu près tout notre temps libre, c'est-à-dire en dehors de traire, sortir le fumier, faire le fromage, faire les foins. Quand tu n'as rien à faire, tu vas couper des chardons.
Alors faire le fromage, c'est quelque chose qui nous intéresse car nous sommes là pour Régio Garantie. Il y a pas mal de labels. Le tien, c'est quoi le label qui te tient à cœur par rapport à ton fromage? Alors écoute, on en a une page à 4 de labels parce que c'est extraordinaire parce que en fait on a commencé avec le Lativa qui a obtenu l'AOC, puis après l'AOP, et puis il y a le label Montagne, il y a le label, qu'est-ce qu'il y a après qui est arrivé chez nous? Le label Bio. Plus encore le label Prospect Sierra parce qu'on a quelques spécimens d'animaux qui sont Des races répertoriés. anciennes. Voilà, exactement. Et puis, depuis 3 ans maintenant, on est labellisé Déméter. On travaille en biodynamie sur l'entier de l'exploitation. Tu disais une feuille A4, ça m'intéresse parce que ça interpelle aussi le consommateur qui parfois s'y retrouve pas très très clairement dans cette Je suis d'accord forêt de avec toi. labels. Est-ce que c'est pareil pour toi en tant que producteur? Est-ce qu'il y a des produits, tu dis ah non, mais ça il faut pas que j'utilise cette méthode parce que c'est pas bio ou ça c'est pas Prométer, je sais pas comment ça se passe. Toi tu es aussi embêté avec ces différents labels? Alors, je ne suis pas embêté parce que si on veut mettre en avant les produits du terroir, des produits de niche, on va dire, il faut qu'on se démarque avec des marques. Le problème qu'il y a, c'est qu'à un certain moment, c'est une accumulation de labels qui, pour certains, paraissent semblables aux yeux des consommateurs. Et puis, pour finir, on se rend compte qu'on a presque intérêt de sortir en fait de notre nid de la ferme pour aller sur des marchés, dans les foires, pour parler aux gens, pour montrer nos produits et puis répondre aux questions parce que je veux dire les consommateurs qui sont dans le supermarché ou à l'épicerie du coin, ils ont certainement bien du mal à percevoir les différences entre toutes ces marques différentes. Par exemple, le fromage d'Etiva, c'est quoi sa typicité, sa spécificité par rapport au grand cousin à côté qui s'appelle le Gruyère? Alors écoute, on se démarque avec notre Lativa comme étant déjà un produit fait uniquement pendant la saison d'alpage. C'est un Gruyère d'alpage alors. Alors on va encore Oula, une fois... je fais un parjure là, non? Non, mais je pensais que tu étais plus au point que ça. Non, mais c'est des questions de néophytes, comme voilà, je t'ai dit alors avant. on peut le comparer au gruyère d'alpage. C'est clair que nos voisins gruyériens qui vendent l'alpage font du gruyère d'alpage, qui se fait également sur feu de bois. Mais simplement que le Lativa, lui, est fait uniquement à l'alpage, uniquement sur feu de bois, uniquement pendant la saison d'été. Donc il n'y a pas d'Etiva d'industrie qui se fait dans une fromagerie en plaine pendant l'hiver. Si on compare avec ce cousin gruyérien, tu parles que c'est fait au feu de bois chez vous. Le consommateur, concrètement, il le sent ça au niveau du goût ou c'est plus pour la carte postale? Alors, c'est beaucoup pour la carte postale. Et puis après, ceux qui savourent et qui ont l'habitude on va dire, de faire de la dégustation, ils sentiront certaines saveurs de fumée. Okay, mais je veux dire, moi personnellement, je pourrais tomber dans le filet. Panneau, ouais. Maintenant, la fabrication du fromage, ça se passe comment? Écoute Philippe, la fabrication, elle commence déjà le soir. Le soir avant la fabrication, on va traire nos vaches et le lait est stocké dans un bac au frais. Un bac très évasé qui permet en fait d'écrémer la production laitière de la soirée. La crème, elle va être récoltée le matin. Il lui faut toute la nuit à la crème double pour monter à la surface. Crème double, c'est au-dessus de 35% de matière grasse. Oui, exactement. Okay. Donc c'est la première chose que fait le fromager sur l'alpage général en se levant le matin. Il écrème son bac, puis après il transvase le lait dans la chaudière. Et il va tempérer le lait. Il va le tempérer pour éviter qu'il y ait un choc thermique lorsque la traite fraîche du matin, donc le lait tout chaud, voilà, va arriver mélangé dans le froid. Mais la traite du matin, on récupère pas la crème alors? Non, du coup pas. D'accord. C'est seulement le lait du soir qui est crémé. Ok, après on fait ce mélange pour avoir une certaine homogénéité. Oui. Et puis après, on commence à mettre en chauffe. Exactement. Donc là, on va chauffer le lait. On y apporte la présure qui va faire cailler le lait. Alors, cette présure, c'est quelque chose de très mystérieux. C'est quoi la présure? La présure, c'est en effet, c'est mystérieux. C'est une partie d'un estomac de veau qui est lyophilisé, qui s'utilise par milligrammes, qui fait une réaction incroyable, qui fait cailler le lait en quelques minutes lorsque tu l'intègres. Ça veut dire, attends, alors là, je suis en train de réaliser un truc, c'est que le fromage, finalement,
si je reprends mes sources historiques, aurait été fabriqué sur la route des épices avec ces marchands qui mettaient du lait dans des outres en estomac de veau et qui, à une certaine température au milieu du désert, avec le balancement de la marche des dromadaires, ont fait par hasard du lait caillé et se sont rendus compte que le lait caillé se conservait plus longtemps que le lait cru, en fait. T'es tout juste, Philippe, c'est exactement ça que je raconte à tous les touristes qui s'attroupent autour du chaudron, qui viennent nous regarder faire de temps en temps. L'histoire, elle est très belle. C'est vrai que c'est un accident. Le premier fromage était un accident, et puis depuis, c'est resté comme ça. Mon grand-père, lui, avait ses bandelettes d'estomac de veau qui étaient pendues à côté de la chaudière. Puis tous les matins, il faisait sa petite découpe, il faisait une petite portion, un peu plus de lait ce matin. Et puis il diluait dans l'eau. Et puis maintenant, on a des produits qui sont standardisés, qui sont officiels, qui sont surveillés, je veux dire, qui sont faits exprès pour nos labels style AOP, justement. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a des gentilles bactéries, puis il y a des méchantes bactéries. C'est toute la subtilité du fromage, c'est qu'on va énormément travailler avec des gentilles bactéries, Lactobacillus acidophilus ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et puis il y a des méchantes bactéries qu'on ne veut pas voir par contre. Voilà, exactement. Okay. Donc là, on est resté sur la présure. Donc la présure n'est pas une bactérie, c'est une enzyme. D'accord. C'est l'enzyme qui va faire coaguler le mycélium de la caséine. Ça veut dire toute la caséine va faire comme un réseau et qui va faire que le lait, une fois caillé, ressemble à un simple yogourt nature. Donc en fait, le yogourt, c'est la première étape de la fabrication du fromage. Oui, ça c'est tout juste. Okay. Après, comme n'importe quel fromage qui se fait autour de la planète, tu dois apporter une culture de bactéries pour donner une idée et une ligne sur les goûts et les saveurs que tu veux donner à ton fromage. Donc ça, chaque type de fromage a ses propres bactéries ? Ouais, exactement. D'accord. Tu parles de mozzarella, tu parles d'un fromage à raclette, d'une tête de moine. On a tous une manière ou une autre de faire son élevage de bactéries si on n'achète pas la bactérie dans le commerce directement. Là, pour le Letiva, c'est une bactérie maison, c'est-à-dire que chaque jour, à la fin de la fabrication, ou bien plutôt au milieu de la fabrication, on prélève à un moment crucial un peu du petit lait. Le petit lait, le résidu du fromage. Après la fabrication, on va dire. Et puis, ce petit lait va être conservé dans une armoire thermostatique ou dans un thermos pour qu'il puisse faire des petits. Donc, dans le petit lait, des petites bactéries fassent des petits bébés. Voilà, des bébés bactéries. C'est dans la belle vie quand même. Elles mangent du fromage, elles font des bébés à longueur de journée. À fond. Et puis, du coup, c'est la bactérie qu'on va utiliser le jour d'après. Et pour l'histoire, je trouve tellement extraordinaire à Letiva parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on fabrique le fromage à partir du 10 mai. Donc le premier qui se met en route, il doit aller chercher une souche de bactéries en général dans une fromagerie. Ça peut être du gruyère pour la région du Pays d'en Haut parce que voilà, on peut pas aller trop loin non plus. Et puis du coup, quand il y en a 2-3 qui commencent la fabrication, ils vont chaque fois chercher un peu de portions de petit lait chez le voisin. Et puis au final, on se retrouve avec une production annuelle. Avec, si on pourrait analyser l'ADN des bactéries, on se retrouverait avec une même famille en fait, qui s'est développée sur tous les alpages différents. Pas de problème congénitaux. Non, pas pour ça. Donc on chauffe le fromage, au bout d'un moment il va cailler, grâce aux tranches caillées, on continue à le chauffer et après on va l'égoutter, c'est-à-dire qu'on le passe à travers ces grandes étamines qu'il y a sur le fil ici et on va obtenir ce qu'on appelle un fromage en fait, un fromage frais. Oui, exactement. Donc, c'est vrai que ça a beau être un pâte dur, mais tout pâte dur a été frais à un moment donné. Donc, comme tu l'as dit, le Letiva se chauffe jusqu'à 56 degrés sur feu de bois. Et après, on va puiser dans la chaudière, pour certains à bras nus, pour certains avec un appareil. Et puis, suivant les troupeaux qu'il y a, suivant les grandeurs d'alpage, on passe de 1 à 5 meules pour certains alpages par jour. Concrètement, 10 litres de lait, ça fait 1 kg de fromage ? Oui, pas tout à fait. On compte 11 litres de lait pour un pâte dur pour 1 kg de fromage. 1 kg de fromage qui après va aussi se déshydrater. Plus on va le garder longtemps en cave, plus le goût va devenir salé, plus la pâte va être dure, mais moins ça va être rentable finalement, parce qu'il y a une déshydratation, donc une perte. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est des pertes qui sont prises en compte dans la rémunération à l'agriculteur qui livre sa meule dans une coopérative comme pour nous. Comment ça se passe ici ? On est dans ta ferme d'alpage, tu fabriques ton fromage. Est-ce que tu as une cave ou est-ce que tes fromages partent en plaine pour être conservés de manière un peu plus appropriée ?
Alors, encore une fois, pour la région du Letiva, on travaille en coopérative. Dans les années 30, certains de nos aïeux se sont trouvés une fois autour d'une table à boire un verre. Quand on dit les gars, moi j'en ai marre de frotter mes fromages tout l'hiver. On se tire la bourre avec les prix pour essayer de trouver des acheteurs. Créons notre cave commune, engageant une équipe, un chef de vente, et puis faisons ça en commun. Et puis du coup, c'est parti en flèche. Ils ont créé la première cave d'affinage. Et puis là, ça a été le départ du Letiva. On a déposé la marque, protégé la marque. Et puis du coup, maintenant, on vole nos propres ailes. On maîtrise et l'affinage et la vente. Et puis surtout, on arrive à maîtriser l'offre et la demande en veillant à ne pas surproduire et bien à pouvoir écouler nos produits chaque année jusqu'au printemps pour avoir cave vide au printemps quand tout le monde repart à l'alpage pour faire place nette. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, on vit dans la collégialité, on vit dans la solidarité quand on est un groupe de producteurs de fromage tel que le vôtre, qui est finalement un petit groupe, Letiva, par rapport à d'autres sortes de fromages. On est solidaires ici. Oui. On se tire dans les pattes. Non. Tant que le copain se casse la figure. Non, écoute, on est très solidaires. C'est des vies de famille déjà. Donc on a les enfants qui voient les gestes des grands-parents, des parents. On est fiers de ce qu'on fait là. Donc on trouve pas d'intérêt à se démonter les uns les autres. Ça mènerait à rien. Tu parlais justement des grands-pères et des pères, donc c'est un thème qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur dans Régio Garantie. C'est cette transmission du savoir, cette envie de faire perdurer cet artisanat en fait, qui nous est cher et ses goûts. Toi, comment tu es venu à ce type de métier ? Alors écoute, on va dire déjà que je suis à peu près tombé dans la chaudière quand j'étais petit. Ah, t'es pas fait trop mal au moins. Non, ça va, je m'en suis sorti. Écoute, mon père, il a acheté l'alpage en 1980, c'est l'année que je suis né. Et puis j'ai des photos, j'ai le berceau qui est à côté de la chaudière. Donc ça fait un moment que j'observe ce qui se passe par là autour. Étonnamment, moi je suis premier enfant d'une famille de 4 enfants. Et puis... sorti de l'école, là, fallait pas me parler de traire des vaches et puis de sortir du fumier et tout. Non, pas trop le goût, là. Et puis, je suis parti dans autre chose. J'ai fait un apprentissage. J'étais bourlingue, monteur électricien. D'accord, donc rien à voir. Quoique c'est utile maintenant. Toujours. Sanitaire, électricité, quand on a une exploitation. J'encourage tous les jeunes qui m'écoutent, qui s'intéressent à faire l'apprentissage agricole, de faire un autre métier avant. Ça vous donne un bon filet de protection et puis surtout beaucoup d'autonomie dans le métier. Et finalement, tu t'es dit, mon patron électricien est pas plus cool que mon père, je vais peut-être retourner voir le paternel, c'est ça ? Ouais, et puis surtout... T'as bourlingué, t'as dit avant. Ouais, j'ai bourlingué aussi un petit peu. Non, mais par rapport à l'électricité, tous ces week-ends, t'as congé 2 jours par semaine, tu sais pas quoi faire. Ouais, je veux dire, à l'agriculture, jours. Au moins, t'es occupé, quoi. Donc là, il y a des gens qui sont en train de régler leur radio ou leur ordinateur et j'ai pas bien compris. Il y a un gars qui se plaint parce qu'il s'est embêté d'avoir 2 jours de congé par semaine. C'est qu'en fait, on oublie complètement ce type de vie oisive où on se repose 2 jours par semaine. C'est complètement hallucinant. Ça. Non, écoute, c'est vite vu. À un moment donné, tu arrives à un âge, tu ambitionnes de te marier, puis d'avoir des enfants, et puis de pouvoir offrir tes enfants un cadre de vie, et tu as l'opportunité de faire l'agriculteur. Donc du coup, ça a été un retour assez clair pour moi à l'agriculture. Quand on parlait de bourlinguer, là c'est clair que j'ai fait 2-3 petits voyages, j'ai été voir aussi de quoi avait l'air l'agriculture au Canada. Okay. Puis j'ai de la famille qui était partie là-bas il y a une 30aine d'années maintenant. J'avais été trouver les petits cousins, voir un petit peu sur quel pays dansent là-bas. Alors justement, toi, tu es dans une exploitation, j'ai envie de dire, à dimension humaine. On sent chez toi ce grand respect de la nature, on ne va pas vers la surproduction. Tu es le fils d'un agriculteur qui a vécu, lui, une autre époque. On était plus dans c'est super, on est tous très très forts. Comment ça se passe, la relation avec la génération d'avant, d'un père qui a été peut-être dans une production un peu plus poussée, un peu plus attendue, et toi maintenant qui es dans quelque chose de plus modéré. Ça va, on arrive à s'entendre ou c'est un dialogue de sourds ? Non, alors c'est clair, mais comme tout transfert de génération, il y a toujours un petit peu des divergences d'avis et puis de manière de concevoir l'avenir pour sa propre génération.
Voilà, moi je vous cache pas que c'était pas toujours tout rose, mais la plupart des agriculteurs de mon âge, tu discutes, je veux dire, c'est normal, tu passes le témoin, tu as des nouvelles idées à défendre, à mettre en place. Il y a pas forcément des fois une volonté, c'est des fois des obligations, hein, te dire, ben voilà, on nous demande une certaine qualité, on nous demande... voilà, l'agriculture en Suisse, on est beaucoup dirigé par les paiements directs, donc on est sans cesse en train de se remettre en question et d'envisager la saison future un peu différemment par rapport à ce qu'on nous demande. Et puis ça fait que ben, voilà, on prend des fois des décisions et puis qui sont pas forcément tout à fait adoptées par la génération d'avant et la génération d'après. Car tu as des enfants. Je Mais crois oui. qu'il y a un de tes fils qui est très intéressé par le petit bétail. Lui, on va pas aller trop dans les détails. On va lui laisser justement ses secrets. Mais toi, tu es prêt à passer le flambeau un jour? Peut-être quelque chose de complètement différent. Peut-être que ton fils, il va te dire, écoute, moi, ce qu'il faut faire, le futur, c'est faire des grands poulaillers énormes avec 30 000 poulets sur l'alpage. Ça va se passer comment, la passation du savoir, là? Ça va être compliqué. Écoute, tu as tout à fait raison, je suis à l'abri de rien. Hein. Le fait de lancer mes enfants de les diriger vers l'agriculture, ça peut être un risque pour moi. Non, franchement dit, la manière dont on aborde le sujet, les discussions, on fait l'école à la maison, tu sais, nos enfants sont tous les jours avec nous, ils nous écoutent, ils nous observent, on leur fait part de nos réflexions, de nos soucis, de nos solutions aussi. Et puis du coup, c'est des enfants, je pense qu'ils auront les clés en main pour s'adapter aux années qui leur sont réservées. J'ai très grande confiance par rapport à ça. Alors toi, tu fais du fromage d'Etiva, tu fais du très très bon fromage, tu as des vaches, tu fais aussi d'autres produits, je crois que tu fais aussi de la viande, mais que tu fais traiter par un boucher. Ça aussi, c'est important pour toi, d'élargir un peu ce que tu peux proposer aux clients. Voilà, alors en fait, l'histoire pour nous, en fait, c'est qu'on s'est à un moment donné lancé dans la vente directe. On est parti en bio, une fois que j'ai rencontré ma femme, on a décidé de partir en bio et puis on trouve important que le bétail qu'on avait élevé, à la base qui était destiné à la production laitière, ne finisse pas forcément sur le marché industriel. Et puis du coup, on s'était dit, mais pourquoi pas prendre 2-3 adresses au village, déjà commencer par le cercle d'amis et puis de la famille, et puis vendre un peu notre viande à qui on veut. Parce que la viande Simmental, ça reste une viande qui est réputée quand même pour sa qualité. Donc au lieu d'être mélangée avec d'autres races sur le marché industriel, on s'est dit, on se lance là-dedans. Donc pour l'anecdote, la première année que je me suis mis à mon compte, j'avais 4 vaches, on a élevé les veaux. Et puis une fois que j'ai fait le tour de la famille, j'ai pris le bottin de téléphone et puis le stabilo. Et puis vas-y, hardi bouillant, on a téléphoné à Pierre, Jacques et Jean au village. Et puis on vendait nos bêtes comme ça. Alors je répète, j'avais 4 vaches et puis 5-6 veaux à vendre par année. C'était encore c'était la manière qui était faite pour. Hein. Une fois que là maintenant on a une trentaine de vaches, ça devient un petit peu compliqué, mais toujours est-il qu'entre deux, on est parti sur l'ouverture d'un magasin, donc magasin de ferme sans être directement la ferme, on est à 150 mètres éloigné de la ferme, un magasin bio où on vend que du bio, on essaie de promouvoir tous ces produits, on revend des produits d'autres agriculteurs, des maraîchers et des céréaliers, et puis on essaie encore une fois toujours et encore, c'est créer le contact, expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque produit, qu'est-ce que fait chaque agriculteur. Chaque produit qui est vendu chez nous a une histoire, un message. Et puis en fait, je pense que l'avenir va être fait beaucoup de ça, en tout cas ce qui concerne l'alimentation. Et puis en fait, on a eu du succès avec ça, je veux dire, on a eu du succès, ça a marché. Le magasin, ça fait 7 ans maintenant qu'il tourne à Châteaudet. L'été passé, en plein virus, on a ouvert une succursale à Zweisimmen.
Zweisimmen, qui est juste l'autre côté du col quand on passe à Gstaad, là. Ma femme vient du Simmental et puis elle avait des connaissances dans l'agriculture en bio aussi on nous a demandé si on avait la place dans notre magasin pour commercialiser leurs produits. Et puis c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis quelques temps. Et puis à un moment donné, on s'est dit, et si on ouvre une succursale de l'autre côté et puis qu'on exporte aussi les produits du pays d'en haut pour faire connaître les produits qu'on fait chez nous, chez les Suisses allemands. Et puis du coup, c'est une méthode qui fonctionne bien. Ouais. Justement, ces labels, hein, on est là pour Régio Garantie, on est là pour tes produits qui sont tous labellisés. Les Suisses allemands, eux, comment ça se passe, leur regard sur ces labels? Est-ce qu'ils sont autant dans le brouillard que nos consommateurs romans, ou est-ce qu'ils ont un regard un peu plus affûté sur la connaissance et les typicités de chaque label? Écoute, déjà, je vais pas mettre tous les Suisses allemands dans un même panier, parce que si tu vas à Zurich, tu n'auras pas la même reconnaissance ou demande ou attente, on va dire, que les gens, les habitants de la vallée du Simmental, s'il y en a qui m'écoutent, parce que c'est toujours vraiment très impressionnant. Tu te promènes où que ce soit en Suisse, si tu observes un petit peu les fermes, l'agriculture, comment elle est menée, comment les fermes sont soignées, et puis tu discutes avec les paysans et puis ses habitants, et puis tu te rends compte qu'il y a beaucoup de différences entre la manière de mettre en avant les produits, la notoriété qu'ont les produits dans la région. Et puis en fait, en allant à Zweisimmen, on a découvert qu'en fait, qu'il y a des difficultés d'organisation chez les agriculteurs pour se mettre ensemble, pour faire reconnaître leurs produits. Ils sont plus partis sur la manière de travailler avec des acheteurs de lait, des acheteurs de fromage, et puis de se satisfaire de voir partir la marchandise, et de perdre un petit peu le contrôle sur le prix, et puis la qualité, et puis surtout de savoir qui c'est quel consommateur au final. Comparé aux pays d'en haut, où on a beaucoup misé sur des marques régionales, sur des spécialités, la vente directe, la mise en valeur de ces produits au niveau régional. Et puis du coup, en allant à Zweisimmen, en ouvrant le magasin, on s'est rendu compte en fait que tout d'un coup, il y a plein d'agriculteurs qui sont satisfaits de voir leurs produits faits au village, dans la vitrine de leur village en fait. Et ça, je pense que c'est le futur pour toi, ça? Le futur, c'est le présent, quoi. C'est déjà en route. Okay. Ça roule déjà depuis plusieurs années comme ça. C'est un futur qui va perdurer, je veux dire. Clairement, vous l'avez fait à Zweisimmen, mais est-ce que ça va perdurer, ce genre de choses, ou est-ce qu'on est dans un effet de bobo-attitude, les manocentristes? Écoute, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait un développement là derrière. Je veux dire, quand on parle de 4-5 paysans qui nous livrent les produits au magasin, on a la demande à ce qu'ils soient reconnus bio. C'est un petit peu notre philosophie. Et puis derrière, il y a tous les autres. Donc les autres, il y a du chemin à faire, il y a beaucoup de potentiel. Mais à un moment donné, c'est clair que je dirais que la difficulté qu'il y a quand tu as atteint une certaine grosseur d'entreprise, quand tu as un certain volume de production, c'est pas forcément dans une petite vitrine au village que tu vas pouvoir tout écouler. Donc après, il faut aller voir plus loin, il faut faire parler de ces produits. Encore une fois, il faut essayer d'imaginer ou d'authentifier l'histoire qu'a le produit, s'il y a un passé historique, comme on parlait tout à l'heure du laitier, du fromage, du gruyère. Et puis ça, il faut mettre en avant pour que le consommateur se reconnaisse, s'identifie à un fromage fait au Simmental. Logiquement, les habitants du Simmental devraient le mettre en avant. Et puis après, à plus large échelle, il y a du job, il y a du marketing. Et puis, je dois le reconnaître, il y a beaucoup maintenant de concurrence dans tous les produits, parce que vu que depuis quelques années le prix du lait industriel il est misérable, il y a beaucoup de fermes ou de petites organisations qui essaient de se mettre en route à fabriquer un fromage, des spécialités, et puis du coup il y a beaucoup de choix. Et puis encore une fois, il y a des labels, il y a des marques, et puis les consommateurs en perdent leur latin. Donc encore une fois, il faut que l'agriculteur pense aussi à la manière de vendre et faire du marketing. Alors justement, permets-moi de te couper. Ici, pour conclure, on a du fromage, on a
de la charcuterie, mais on a aussi des visiteurs, des marcheurs que je respecte parce que moi je suis vraiment nul pour ça, qui viennent ici déguster vos produits et qui peuvent aussi dormir sur la paille, tu me disais ? Oui, exactement. C'est un petit concept qu'on a mis en place il y a plusieurs années. Ouais, ça marche bien. Ça marche pendant les vacances. Hein, c'est juillet, août. L'idée, c'est de faire venir les familles ou les personnes intéressées le soir, déguster une soupe de chalet, dormir sur le foin au réveil. Pour les plus téméraires, c'est de se lever à 5 heures avec nous pour aller chercher les vaches. Récompensé par le petit déjeuner à l'alpage. Et puis après, fabrication du fromage pour tout le monde, avec dégustation. Et puis les gens reprennent le chemin, les chemins pédestres pour la journée. Et ben voilà, je crois que ça va être une excellente conclusion, car toute l'équipe de tournage et moi-même, nous allons rester là ce soir et nous vous donnerons nos impressions dans la prochaine chronique. Voilà, merci beaucoup en tout cas Nicolas de nous avoir reçus chez toi. Merci à vous. On peut trouver tes produits, rappelons-le, à Châteaudet, hein, c'est ça ? Oui, alors le magasin s'appelle le magasin Votre Cercle de Vie. Et puis toutes les informations sur un site internet sur www.votrecercledevie.ch. Ainsi que dormir sur la paille, c'est aussi dans le site. Oui, exactement. Super, eh ben, merci beaucoup. À bientôt. Et puis merci à vous de nous écouter. On espère que vous avez eu du plaisir avec cette chronique et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle. Allez, en attendant, passez une bonne journée. Et nous, on va aller dormir sur la paille. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, croquez la vie à pleines dents. Enfin, si vous avez des dents, hein.